Bonsoir mes amis et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à la raison dans l'histoire de Hegel. Il y a quelques mois, j'avais déjà publié sur la chaîne une série complète d'introductions de cet ouvrage pour en poser les grandes lignes et les enjeux essentiels. Ce que Hegel entend par histoire, par raison et par liberté. Cette nouvelle série vient compléter ce travail, mais d'une autre manière. Elle s'appuie sur 7 extraits choisis du livre, issus de l'édition Agora, pour nous plonger cette fois-ci au cœur du texte lui-même. Cette nouvelle série s'inscrit aussi dans la continuité directe de la série consacrée aux 14 extraits de la phénoménologie de l'esprit, dans laquelle on avait suivi le chemin par lequel l'esprit se réalise à travers la conscience. Ici, il s'agit d'un versant tout aussi décisif. Comprendre comment ce même esprit se réalise dans le monde objectif, dans l'histoire, dans les peuples et dans les institutions. L'objectif est simple. Prendre le temps de lire ensemble des passages clés, de les comprendre pas à pas, et de voir comment Hegel construit et nous restitue sa pensée d'histoire du monde objectif. L'idée n'est pas de tout révéler, ni de remplacer la lecture du livre, mais de vous donner des points d'appui solides, pour que vous puissiez ensuite découvrir l'ouvrage par vous-même, avec un regard plus clair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire tout au long de cette série. Vos questions et vos remarques font pleinement partie de ce travail d'appropriation de Hegel qu'on réalise ensemble sur la chaîne. On va maintenant entrer dans le premier extrait. On est ici au début de l'ouvrage, avant ce que Hegel appelle la deuxième ébauche. Avant même le déploiement détaillé de sa pensée, Hegel pose déjà une thèse centrale. Cet extrait est court, mais il est dense. Il dit, en quelques lignes, ce que Hegel pense du sens de l'histoire, du rôle de l'esprit, et de ce que nous sommes en train de faire quand on essaye de comprendre le devenir du monde. Et surtout, il dit clairement quel est le but de cette œuvre. Si cet extrait est important, c'est parce qu'il nous oblige à changer de regard. Il nous demande de ne plus voir l'histoire comme une suite de hasards ou d'événements absurdes, mais comme un mouvement qui obéit à une nécessité rationnelle, même si cette nécessité n'est jamais immédiatement visible. Comprendre cet extrait, c'est comprendre dans quelle direction Hegel nous entraîne dès les premières pages. On y va. Hegel écrit « L'idée est en vérité ce qui mène les peuples et le monde ». Dans la raison dans l'histoire, quand Hegel parle de l'idée, il ne parle pas d'une idée au sens psychologique, ni d'une opinion, ni d'une représentation subjective. L'idée n'est pas une idée abstraite, mais la rationalité en acte, effective, qui se concrétise. Je veux dire le principe intelligible immanent par lequel l'histoire du monde se réalise de manière rationnelle et devient compréhensible. Dire que l'idée mène les peuples et le monde, ce n'est pas dire que les hommes obéissent consciemment à un plan rationnel, c'est dire que, à travers leurs actions, leurs conflits, leurs erreurs même, quelque chose de rationnel se déploie. L'histoire n'est donc pas pour Hegel un pur hasard, elle est le lieu où la raison se manifeste et se réalise, souvent malgré les individus, et parfois même contre leurs intentions conscientes. Continuons. Et c'est l'esprit, sa volonté raisonnable et nécessaire. Hegel
précise immédiatement ce qu'il entend par cette rationalité, l'esprit. L'esprit n'est pas une entité mystique, ni une force surnaturelle. L'esprit désigne le mouvement par lequel l'humanité se transforme elle-même, prend conscience de ce qu'elle est, modifie ses institutions, ses formes de vie, ses manières de penser. Quand Hegel parle de volonté raisonnable et nécessaire, il insiste sur 2 points essentiels. Raisonnable, l'histoire se réalise de manière logique, elle est intelligible, elle peut être comprise. Nécessaire, ce qui arrive ne relève pas simplement du hasard, mais d'un enchaînement interne nécessaire. Ça ne veut pas dire que tout est moralement bon, ça veut dire que rien n'est purement arbitraire. Continuons. Qui a guidé et continue de guider les événements du monde? Hegel introduit ici la continuité temporelle. L'esprit a guidé les événements passés et continue de guider ceux du présent. Autrement dit, il n'y a pas de rupture entre l'histoire révolue et l'histoire en cours. On n'est pas en dehors de l'histoire. On est dans le même mouvement. On est pris dans le même processus rationnel, même si on n'en a qu'une conscience partielle. Ça implique une chose importante. Comprendre l'histoire, c'est pas contempler un passé mort, c'est comprendre le mouvement dans lequel on est encore et tous engagés. Continuons. Apprendre à connaître l'esprit dans son rôle de guide. Ici, Hegel est clair sur son projet. Il ne s'agit pas de raconter des faits historiques. Il ne s'agit pas non plus de juger moralement des événements. Il s'agit d'apprendre à reconnaître le rôle de l'esprit et de la raison dans le devenir historique. Hegel propose un effort de compréhension. Comprendre l'histoire, c'est apprendre à voir ce qui se joue derrière la surface chaotique des événements. Tel est le but que nous nous proposons ici. Hegel annonce explicitement ce que sera la raison dans l'histoire. Non pas une chronique, non pas un manifeste politique, mais une tentative de rendre intelligible le devenir du monde. Tout ce qui suivra devra être lu à partir de cette intention. Pour résumer, cet extrait pose une thèse centrale. L'histoire n'est pas absurde. Elle est logique. Elle est rationnelle, non pas au sens moral, mais au sens structurel. L'esprit, comme rationalité en mouvement, se réalise à travers les peuples, les conflits, les institutions, parfois même à travers la violence et la destruction. Dans la prochaine vidéo, on verra comment Hegel précise ce que la raison cherche réellement dans l'histoire. Non pas des buts particuliers ou subjectifs, mais un but universel, que seule la raison peut saisir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonsoir mes amis, dans la vidéo précédente, on a vu que Hegel posait une thèse forte. L'histoire n'est pas absurde, elle est rationnelle. Non pas au sens moral, mais au sens structurel. Quelque chose de raisonnable, quelque chose de logique se réalise dans le devenir historique. Dans l'extrait qu'on va étudier ce soir, Hegel ne se contente plus d'affirmer que l'histoire est rationnelle, il commence à préciser ce que la raison cherche dans l'histoire et à quel niveau il faut se placer pour la comprendre.
Cet extrait se situe au début de la partie intitulée « Le concept général de la philosophie de l'histoire », là où Hegel pose les bases méthodologiques de son approche, de sa démarche philosophique pour comprendre l'histoire. Mais si on veut comprendre l'histoire de manière rationnelle, il faut savoir quel type de but on cherche et ce qu'il faut écarter d'emblée. Allons-y. Hegel écrit « Nous devons chercher dans l'histoire un but universel, le but final du monde ». Hegel commence par poser une exigence très claire. Si on veut faire une philosophie de l'histoire, si on veut rendre intelligible l'histoire, on ne peut pas se contenter d'observer des événements isolés. Il faut chercher un but universel. Ce but n'est pas celui d'un individu, ni d'un peuple pris isolément, ni d'une époque particulière. Il ne s'agit pas d'un but au sens d'un projet conscient ou d'un plan établi à l'avance. Il s'agit du sens global du devenir historique, de ce vers quoi l'histoire tend, même si cette finalité n'est jamais immédiatement visible. C'est ce que Hegel appelle ici le but final du monde. Continuons. Non un but particulier de l'esprit subjectif ou du sentiment humain. Hegel affirme ici que sa démarche philosophique, la philosophie de l'histoire, ne doit pas chercher les aspirations du sentiment humain, ni les intentions personnelles, morales ou affectives des individus. Ça ne signifie pas que ces dimensions sont sans importance, mais elles ne peuvent pas servir de critères pour comprendre l'histoire dans son ensemble. Parce que si on se place à ce niveau, on reste dans le particulier, dans le fragmentaire. Or, ce que cherche Hegel, c'est la logique du mouvement historique qui dépasse les points de vue subjectifs, qui va au-delà des perspectives individuelles. Son objectif est de saisir la rationalité immanente du devenir historique, au-delà des consciences et des intentions individuelles. Continuons. Nous devons le saisir avec la raison. Hegel précise l'outil de cette compréhension, la raison. Ce n'est ni l'émotion, ni l'indignation morale, ni la sympathie ou l'antipathie pour tel ou tel événement qui permettent de comprendre l'histoire. Comme l'histoire est rationnelle, seule la raison est capable de saisir le sens universel du mouvement historique, car elle seule est capable de dépasser le point de vue particulier. La raison implique une certaine distance. Comprendre l'histoire demande de suspendre, au moins provisoirement, nos réactions immédiates et nos jugements spontanés, pour pouvoir saisir la cohérence des événements dans l'espace et dans le temps. Continuons, car la raison ne peut trouver de l'intérêt dans aucun but fini particulier. Hegel explique ici pourquoi la raison ne peut pas s'arrêter au but particulier. Les buts finis sont limités, partiels, liés à des contextes précis et voués à disparaître. La raison, en tant que telle, ne peut pas se satisfaire uniquement des buts subjectifs. Ces buts ne dévoilent qu'une partie fragmentée du réel. S'arrêter à ces buts individuels, c'est perdre de vue le mouvement d'ensemble. L'extrait se termine ainsi, mais seulement dans le but absolu. Ce but absolu désigne la finalité globale du devenir historique, ce vers quoi tend la rationalité qui se réalise progressivement à travers les événements et les transformations du monde. La rationalité n'est pas une force extérieure. Elle se réalise dans l'histoire.
elle est immanente au devenir historique. Et chercher le but absolu de l'histoire, ce n'est pas prédire à l'avenir. C'est comprendre comment l'histoire, dans sa totalité, devient intelligible comme un processus rationnel. Pour résumer, cet extrait marque un tournant important. Hegel affirme que sa démarche philosophique, la philosophie de l'histoire, doit chercher non pas des buts subjectifs, non pas des intentions morales ou affectives, mais un but universel, que seule la raison peut saisir. Comprendre l'histoire, ce n'est donc pas s'identifier aux événements, ni les juger à partir de nos sentiments, c'est tenter de comprendre le sens global du devenir historique, au-delà des points de vue particuliers. Dans la prochaine vidéo, on verra comment ce but universel se réalise concrètement dans l'histoire, à travers la conscience de soi et la réflexivité de l'esprit. Par réflexivité, je veux dire le retour de l'esprit sur lui-même. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonsoir mes amis. Dans la vidéo précédente, on a vu que pour Hegel, comprendre l'histoire exige de chercher un but universel et non des intentions subjectives ou des sentiments humains. La raison cherche un but absolu. Et c'est à ce niveau seulement que l'histoire devient intelligible. Dans l'extrait qu'on va étudier ce soir, on va voir qu'il ne s'agit plus seulement de dire ce que la raison cherche dans l'histoire, mais de comprendre comment ce but universel se réalise concrètement. Et la réponse de Hegel est claire. Tout se joue dans la conscience de soi de l'esprit. Autrement dit, l'histoire n'est pas seulement un enchaînement d'événements chaotiques, l'histoire est le lieu où l'esprit se produit, se reconnaît et agit en fonction de ce qu'il sait de lui-même. Allons-y. Hegel écrit « L'esprit se produit et se réalise selon sa connaissance de lui-même ». Hegel commence par une idée centrale. L'esprit ne se contente pas d'exister, il se produit. Ça signifie que l'esprit n'est pas une substance immobile, ni un principe déjà achevé, il est un processus qui ne cesse de se réaliser. Mais ce processus n'est pas aveugle. L'esprit se réalise selon sa connaissance de lui-même. Autrement dit, ce que l'esprit est dépend de ce qu'il sait être. À chaque moment historique, l'esprit agit à partir d'une certaine compréhension de lui-même, de la liberté, de l'État, du droit, de l'humanité. Là, il est essentiel ici d'éviter un contresens. Quand Hegel parle de connaissance de soi, il ne parle pas d'introspection psychologique, il ne s'agit pas d'une conscience individuelle qui se regarde penser. Ce dont parle Hegel, c'est la réflexivité de l'esprit. C'est le fait que, à chaque cycle de son déploiement, l'esprit produit des formes objectives, institutions, lois, états, formes de vie, puis il revient sur ce qu'il a produit, et enfin il transforme son action à partir de son retour sur lui-même. L'esprit fait l'histoire, mais il apprend aussi de ce qu'il fait. C'est ce retour sur soi qui entretient le mouvement dialectique. Chez Hegel, la réflexivité progressive de l'esprit, le retour sur soi de l'esprit, ne se fait pas en dehors des hommes, ni au-dessus d'eux.
elle passe par la conscience humaine. C'est à travers la conscience humaine que l'esprit réfléchit progressivement sur ce qu'il a produit dans le monde objectif. Ses institutions, ses lois, ses formes de vie. La conscience humaine est donc le lieu de la réflexivité progressive de l'esprit. Le lieu où l'esprit reconnaît ses propres œuvres comme les siennes. Continuons. Et il agit en sorte que ce qu'il sait de lui-même devienne une réalité. Hegel précise ici que la connaissance de soi de l'esprit n'est pas théorique. L'esprit agit pour rendre effectif, pour rendre concret ce qu'il sait de lui-même. Si, par le biais de la conscience humaine, l'esprit se comprend comme libre, alors il tend à produire des institutions plus libres. Si, par le biais de la conscience humaine, l'esprit se comprend comme universel, il agit pour dépasser des formes particulières ou exclusives. La connaissance de soi et la réflexivité deviennent ainsi principes d'action historique, le moteur immanent du mouvement historique. Ce n'est pas qu'un savoir contemplatif de soi, c'est surtout un savoir qui concrétise, qui réalise. Ainsi, tout se ramène à la conscience de soi de l'esprit. Cette phrase est la clé de l'extrait. Hegel affirme que le moteur profond de l'histoire n'est ni le hasard, ni les passions individuelles prises isolément, ni même les événements extérieurs. Tout se ramène à la conscience de soi de l'esprit. Ça ne supprime pas les conflits, ni la violence, ni les contradictions, mais ça signifie que ces contradictions sont les moyens par lesquels l'esprit approfondit sa connaissance de lui-même. L'histoire est donc le lieu d'un apprentissage. L'esprit apprend ce qu'il est en le devenant. Pour résumer, cet extrait nous fait franchir un seuil nouveau. Hegel montre que l'histoire est le lieu où l'esprit se produit, se reconnaît dans ce qu'il produit et agit pour rendre effectif, pour rendre concret ce qu'il sait de lui-même. La rationalité historique n'est donc ni extérieure, ni imposée de l'extérieur. Elle est de nature réflexive, immanente et dialectique. Comprendre l'histoire, ce n'est pas seulement chercher un but universel, c'est aussi comprendre comment ce but se réalise à travers la conscience de soi de l'esprit et sa réflexivité progressive, à travers ses productions objectives et son retour après coup sur ces productions. Dans la prochaine vidéo, on verra comment Hegel révèle ce qu'est le but universel de l'histoire, vers quoi l'histoire tend, et selon quelle nécessité ce but se réalise. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans cette prochaine vidéo. Bonsoir mes amis, dans les vidéos précédentes, on a avancé pas à pas dans la démarche philosophique de Hegel présentée dans La raison dans l'histoire. On a vu que l'histoire est rationnelle, que la raison cherche dans l'histoire un but universel, et que ce but ne se réalise pas de manière abstraite, mais à travers la conscience de soi et la réflexivité de l'esprit. Dans l'extrait qu'on va étudier ce soir, Hegel révèle enfin ce qu'est ce but universel, vers quoi l'histoire tend, et selon quelle nécessité interne elle progresse. Ce passage est central parce qu'il formule l'une des thèses les plus connues de Hegel. L'histoire universelle
est le progrès de la conscience de la liberté. Liberté qui est en train de se réaliser. Notons dès maintenant que la réalisation de la liberté et la prise de conscience de la liberté sont en réalité deux moments d'un seul et même mouvement dialectique. La liberté devient réelle en devenant consciente. Et elle devient consciente en se réalisant historiquement. Je vous propose de découvrir l'extrait de ce soir. Hegel écrit « Nous disons donc que la conscience que l'esprit a de sa liberté. » Hegel commence par une articulation importante. Ce n'est pas la liberté en soi qui compte, mais la conscience que l'esprit a de sa liberté. Autrement dit, la liberté n'est pas simplement donnée, elle n'existe réellement que dans la mesure où elle est reconnue, comprise et assumée. Il ne suffit pas que l'esprit soit libre en soi, il faut encore qu'il se sache libre. Continuons. Et par conséquent, la réalité de sa liberté. Hegel en tire immédiatement une conséquence essentielle. La réalité de la liberté, je veux dire la liberté qui se réalise, dépend de la conscience qu'a l'esprit de cette liberté qui se réalise. Une liberté qui n'est pas connue, reconnue, institutionnalisée, reste abstraite. La liberté devient réelle quand elle prend des formes objectives, des lois, des institutions, des formes politiques et sociales. La conscience de la liberté et sa réalité vont donc toujours ensemble. Ce sont les deux versants d'un même mouvement dialectique. Continuons. Constitue en général la raison de l'esprit. Hegel précise ici ce qu'il entend par la raison de l'esprit. La raison de l'esprit, ce n'est pas un calcul, ni une rationalité technique. La raison de l'esprit est le sens du devenir de l'esprit dans le monde objectif. La raison de l'esprit, c'est-à-dire la conscience de sa liberté qui se réalise, est ce qui motive et oriente le mouvement historique. La conscience croissante de la liberté est ce qui donne cohérence, direction, but et intelligibilité à l'histoire. Continuons. Et donc la destination du monde spirituel. Hegel parle ici de destination, non au sens d'un plan déjà écrit, mais au sens de finalité immanente. La liberté et la conscience de la liberté sont une finalité en germe qui devient effective, qui se réalise dans et par le déploiement historique. Cette destination du monde spirituel, de l'humanité, c'est donc ce vers quoi l'esprit tend en se développant. Ça ne veut donc pas dire que l'histoire avance vers un état final parfaitement achevé, ça veut dire qu'elle suit une direction intelligible. Il ne s'agit pas de promettre que tout finira bien moralement, mais de montrer qu'il existe une logique interne, un sens, dans la manière dont l'histoire se réalise. Continuons. L'histoire universelle est le progrès de la conscience de la liberté. C'est une formule célèbre de Hegel. Hegel ne dit pas que l'histoire est un progrès moral continu. Il dit que l'histoire est le progrès de la conscience de la liberté. Ce progrès est lent, conflictuel, contradictoire, souvent violent, mais il existe une direction intelligible, celle par laquelle la liberté devient progressivement consciente d'elle-même. La liberté dont parle Hegel n'est ni psychologique ni individuelle. La liberté dont parle Hegel,
c'est vivre dans un monde où les lois et les institutions sont reconnues comme l'expression de la volonté humaine et universelle. Je veux dire un monde où les règles qui organisent la vie collective ne sont pas vécues comme une contrainte étrangère, imposée de l'extérieur, mais comme quelque chose dans lequel les individus peuvent se reconnaître. Être libre, c'est pas faire tout ce qu'on veut, mais c'est se reconnaître dans l'ordre rationnel qui structure le monde social. La liberté devient réelle quand les individus peuvent dire « Ce monde n'est pas simplement subi, il est l'expression d'une volonté humaine devenue consciente d'elle-même. Et je peux y trouver ma place sans renoncer à moi-même. » Chez Hegel, la liberté est donc objective, historique et collective. Elle existe dans des institutions rationnelles et elle progresse à mesure que ces institutions deviennent de plus en plus conscientes de ce qu'elles sont censées réaliser. C'est ce progrès et sa nécessité interne que nous avons à reconnaître ici. Dernier point fondamental. Hegel insiste sur la nécessité interne de ce progrès. Ça signifie que ce développement n'est pas accidentel. Les formes historiques d'une société, je veux dire les manières dont une société organise sa vie politique, juridique et sociale, se succèdent parce que ces formes deviennent à un moment donné insuffisantes au regard de la conscience de la liberté qu'elles portent. À un moment donné, elles empêchent le progrès de la conscience de la liberté. Et la démarche philosophique de Hegel, la philosophie de l'histoire, ne justifie pas les formes et les événements historiques. Sa démarche cherche seulement à reconnaître la logique interne de leur enchaînement. Pour résumer, cet extrait révèle clairement ce que Hegel entend par le but universel de l'histoire. L'histoire n'est pas un simple enchaînement de faits, elle est le processus par lequel l'esprit devient progressivement conscient de sa liberté et rend cette liberté réelle dans le monde. Ce progrès n'est ni linéaire, ni pacifique, ni moralement rassurant, mais il est rationnel, immanent et nécessaire. Comprendre l'histoire, c'est donc reconnaître ce progrès de la conscience de la liberté et comprendre pourquoi il se réalise à travers des formes historiques qui deviennent limitées à un moment donné et donc qui sont vouées à être dépassées. Dans la prochaine vidéo, on verra comment ce progrès de la conscience ne se réalise pas de manière abstraite, mais à travers les peuples. Hegel montrera que chaque peuple porte un principe déterminé, principe qu'il accomplit dans le temps, et que l'histoire avance précisément par la naissance et l'accomplissement successif de ces principes. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonsoir mes amis. Dans la vidéo précédente, on a vu que pour Hegel, l'histoire est le progrès de la conscience de la liberté. Et que ce progrès n'est ni linéaire, ni pacifique, mais rationnel et nécessaire. Dans l'extrait qu'on va étudier ce soir, Hegel introduit une médiation importante dans la réalisation de ce progrès. Les peuples. Il montre que le progrès de l'esprit ne se réalise pas de manière abstraite, mais à travers des peuples historiques déterminés, chacun porteur d'un principe particulier. Ce soir, on va donc voir quel est le rôle des peuples dans l'histoire,
pourquoi chaque peuple a une grandeur, mais aussi une fin, et comment l'histoire avance précisément par la succession, l'accomplissement et le dépassement de ces principes. Allons-y. Hegel écrit « Les esprits des peuples sont les chaînons dans le processus par lequel l'esprit parvient à la libre connaissance de lui-même. » Hegel commence par nous dire que les peuples ne sont pas des réalités isolées ou indépendantes, ils sont des chaînons, c'est-à-dire des moments intermédiaires dans un processus plus large. Ce processus, c'est celui par lequel l'esprit parvient à la connaissance libre de lui-même. Ce processus est celui de la prise de conscience de la liberté qui se réalise à travers l'histoire. Et chaque peuple incarne une étape déterminée, un moment déterminé de cette prise de conscience. Un peuple n'existe pas simplement pour lui-même. Il a un rôle historique. Faire exister une certaine compréhension et une certaine conscience de la liberté à un moment donné de l'histoire. Continuons. Chaque peuple a son principe propre et il tend vers lui comme s'il constituait la fin de son être. Une fois cette fin atteinte, il n'a plus rien à faire dans le monde. Ici, Hegel introduit la notion clé de principe d'un peuple. Un principe, ce n'est pas une opinion ni une idéologie au sens moderne, c'est une manière qu'a un peuple de comprendre collectivement la liberté, le pouvoir, la loi et la place de l'individu dans ce tout. Chaque peuple tend vers ce principe comme vers sa finalité interne, immanente, finalité qui oriente donc le devenir de ce peuple. Et c'est ce principe qui donne à l'histoire d'un peuple sa grandeur, son énergie, sa raison d'être. Mais cette finalité est limitée. Une fois que le principe est pleinement réalisé, le peuple a accompli sa tâche historique. Il n'a alors plus de rôle moteur dans l'histoire. Continuons. L'esprit d'un peuple doit donc être considéré comme le développement d'un principe d'abord implicite et opérant sous la forme d'une obscure tendance, qui s'explicite par la suite et tend à devenir objectif. Hegel décrit ici le déploiement interne de l'esprit d'un peuple. Le principe d'un peuple n'est pas clair dès le départ. Il commence comme une tendance encore obscure, implicite, non consciente. Le principe est en le peuple, au sens hegelien. Et progressivement, dans le déploiement historique, ce principe s'explicite. Il devient conscient, jusqu'à prendre des formes objectives. Institutions, lois, État, culture, etc. Le principe devient pour le peuple, toujours au sens hegelien. C'est à ce moment-là que le peuple atteint son accomplissement historique. Mais c'est aussi à ce moment que la limite du principe apparaît. Ce qui a permis le progrès à la conscience de la liberté devient à terme un obstacle. Continuons. L'esprit d'un peuple particulier s'accomplit dans la mesure où il sert de transition vers le principe d'un autre peuple. Et c'est ainsi que s'effectue la progression, la naissance et la dissolution des principes des peuples. Un peuple ne s'accomplit pleinement qu'en cessant d'être central. Son accomplissement véritable réside dans le fait qu'il prépare le terrain pour un principe plus riche qui sera porté par un autre peuple. L'histoire avance donc par naissance d'un principe, par accomplissement, par dépassement, puis par transition vers un autre peuple. Grandeur et décadence du peuple vont ensemble. La décadence d'un peuple n'est pas un échec. Elle est la condition du progrès historique.
La tâche de l'histoire philosophique consiste précisément à montrer l'enchaînement de ce mouvement. Hegel conclut en rappelant la tâche de sa démarche philosophique, la philosophie de l'histoire. Il ne s'agit pas de glorifier ou de condamner les peuples, ni de juger moralement leur disparition. Il s'agit de reconnaître l'enchaînement rationnel de ce mouvement, comment les principes se succèdent, comment l'esprit progresse à travers eux, et pourquoi cette succession est nécessaire. Pour résumer, cet extrait montre que le progrès de l'histoire vers son but passe par les peuples. Chaque peuple porte un principe déterminé, il l'accomplit dans le temps, puis ce principe devient insuffisant au regard du progrès de la conscience de la liberté. L'histoire avance donc par la naissance, l'accomplissement et le dépassement successif de ces principes. Ce mouvement n'est pas le fruit du hasard, c'est un mouvement rationnel et nécessaire. Dans la prochaine vidéo, on verra comment l'histoire se réalise à travers les actions des hommes, mais selon une logique qui dépasse leurs intentions conscientes. Je veux dire, au-delà des projets et des volontés immédiates de ceux qui agissent. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonsoir mes amis, dans la vidéo précédente, on a vu que pour Hegel, le déploiement de l'histoire passe par les peuples. Chaque peuple porte un principe déterminé. Le peuple l'accomplit dans le temps. Puis le peuple devient dépassé, quand son principe devient limitant pour la progression de la conscience de la liberté. Dans l'extrait qu'on va étudier ce soir, Hegel ne parle plus seulement des peuples, mais des actions concrètes des hommes. Pour lui, l'histoire ne se réalise pas selon ce que les hommes croient vouloir faire, mais à travers leurs actions selon une logique qui dépasse leurs intentions conscientes. C'est ce que Hegel appelle la ruse de la raison. Pour bien comprendre, l'idée centrale de la ruse de la raison est que l'histoire se fait par les actions humaines, mais bien au-delà de leurs intentions subjectives immédiates. C'est ce qu'on va voir ce soir. Analysons l'extrait de ce soir. Hegel écrit « Dans l'histoire universelle, il résulte des actions des hommes quelque chose d'autre que ce qu'ils ont projeté et atteint. » Hegel écrit que les actions humaines produisent plus et souvent autre chose que ce que les acteurs avaient en vue. Les hommes agissent avec des projets, des buts, des intentions conscientes, mais le résultat historique de leurs actions ne se réduit pas à ces intentions. Et donc, ça signifie que l'histoire ne peut pas être comprise comme la simple somme des volontés individuelles. Chez Hegel, le subjectif est nécessaire, les hommes agissent, mais il est insuffisant pour comprendre la logique historique globale. Continuons. Que ce qu'ils savent et veulent immédiatement. Hegel insiste ici sur le caractère immédiat des intentions humaines. Les hommes savent ce qu'ils veulent à court terme, dans une situation donnée, à partir de leurs intérêts particuliers. Mais l'histoire ne se joue pas à ce niveau immédiat. L'histoire se déploie à un niveau beaucoup plus large, dans l'espace et dans le temps, que les acteurs ne maîtrisent pas. Ils réalisent leurs intérêts. Hegel ne nie pas les intérêts individuels. Il ne dit pas que les hommes sont manipulés ou inconscients de ce qu'ils font. Au contraire, les hommes poursuivent leurs intérêts, leurs ambitions, leur pouvoir, leur reconnaissance.
c'est précisément à travers ses intérêts que l'histoire avance. La ruse de la raison ne supprime pas les passions humaines. C'est juste qu'elle s'en sert. Je veux dire qu'il y a une utilisation immanente des intérêts humains par le processus rationnel de l'histoire. Un processus rationnel qui se réalise dans et par les intérêts humains. Continuons. Mais il se produit en même temps quelque autre chose qui est caché. C'est un point important. À travers la réalisation des intérêts particuliers, quelque chose d'autre se produit. Quelque chose de non voulu, de non visé, mais de réel. Et ce quelque autre chose n'est pas un hasard. C'est le progrès de l'esprit. C'est le déploiement de la raison dans l'histoire. C'est le développement de la conscience de la liberté. Hegel termine l'extrait ainsi, dont leur conscience ne se rendait pas compte et qui n'entrait pas dans leur vue. Hegel précise que le but universel de l'histoire n'était pas présent comme tel dans la conscience des acteurs. Ce but n'entrait pas dans leurs intentions. Ça signifie que l'histoire dépasse toujours le point de vue subjectif. Et la ruse de la raison, c'est précisément le fait que la conscience de la liberté progresse sans être le but conscient des hommes. Là, par contre, je pense qu'il est essentiel d'éviter un contresens. La ruse de la raison n'est pas une manipulation divine. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas non plus une justification morale des violences historiques. La ruse de la raison est structurelle. Elle est immanente à la rationalité de l'histoire qui se déploie par le biais des actions humaines, mais au-delà de ce que les hommes veulent consciemment. Pour résumer, cet extrait montre que l'histoire se fait par les actions des hommes, mais selon une logique qui dépasse leurs projets immédiats. Les hommes poursuivent leurs intérêts, leurs passions et leurs ambitions, et c'est à travers eux que l'esprit progresse vers une conscience plus riche de lui-même. Dans la prochaine vidéo, on verra que le mouvement historique ne reste pas dispersé dans les actions individuelles, mais qu'il se rassemble dans une institution où la volonté subjective et l'universel se rejoignent. L'État, comme lieu où la liberté devient objective et concrète. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonsoir mes amis, dans cette série, on a suivi pas à pas le fil conducteur de l'ouvrage de Hegel, La raison dans l'histoire. On a vu que pour Hegel, l'histoire est rationnelle, que l'histoire est le progrès de la conscience de la liberté, que ce chemin se réalise à travers les peuples, à travers les actions humaines, et même au-delà des intentions conscientes des hommes, par ce que Hegel appelle la ruse de la raison. Dans le dernier extrait de cette série qu'on va étudier ce soir, Hegel nous conduit au point d'aboutissement de ce parcours. Il montre où et comment ce mouvement historique trouve sa forme objective et concrète la plus haute. La question est où la liberté cesse d'être seulement une idée, une aspiration ou un principe abstrait pour devenir une réalité vécue et objective. C'est la question. Et la réponse de Hegel à cette question est dans l'État. Regardons ça de plus près. Hegel écrit « Cet élément essentiel où la volonté subjective et l'universel s'unissent ». Hegel commence par souligner que le problème de l'histoire
tient dans cette tension entre d'un côté la volonté subjective des individus et de l'autre l'universel. Je veux dire les institutions, la loi, la liberté commune. Tant que ces deux dimensions restent séparées, non articulées, la liberté reste abstraite. Pourquoi ? Soit l'individu se vit comme soumis à un ordre extérieur, soit l'universel écrase la subjectivité. Ce que cherche Hegel, ce n'est pas une simple juxtaposition, ni une absorption d'un pôle par l'autre. Ce que cherche Hegel, c'est une unité dialectique réelle, non superficielle, une unité institutionnelle entre ces deux pôles. Continuons. Cet élément est le tout éthique et l'état dont il est la figure concrète. Hegel nomme cette unité le tout éthique. Le tout éthique est un ordre social dans lequel la liberté est incarnée, vécue et partagée. Le tout éthique est la liberté immanente devenue objective, devenue réalité sociale, devenue pour soi dans le monde objectif. Et l'État est la figure concrète et institutionnelle de ce tout éthique. Mais l'État, chez Hegel, n'est pas un simple appareil administratif, ni un pouvoir oppressif, ni une autorité extérieure imposée aux individus. Chez Hegel, l'État est la forme objective, institutionnelle, dans laquelle la liberté devient une réalité vécue, organisée, stable. L'État est un moment du devenir de l'histoire où la liberté se concrétise dans le monde. Continuons. Dans la mesure où l'individu porte en soi la connaissance, la foi et la volonté de l'universel. L'État ne rend pas la liberté concrète et objective si les individus ne reconnaissent pas l'universel comme le leur. La liberté n'est réelle que si l'individu comprend l'universel, que si l'individu s'y reconnaît, que s'il y engage sa volonté. Je veux dire une réelle volonté, pas une simple conformité. Sans ça, l'État redevient une contrainte extérieure. Pour bien comprendre, la liberté ne consiste pas à s'opposer aux lois ou à s'en affranchir, mais à se reconnaître en elles. Un cadre juridique ou des institutions ne sont réellement porteurs de la liberté que quand l'individu peut y voir l'expression d'une rationalité, d'une logique qu'il comprend et qu'il fait sienne. Si l'individu obéit uniquement par peur, par habitude ou par contrainte, il n'est pas libre, même si l'ordre est stable. C'est en ce sens que, chez Hegel, l'État n'est pas d'abord un pouvoir qui s'impose, mais un cadre dans lequel la volonté individuelle et l'universel peuvent coïncider. Et sans cette reconnaissance de la rationalité de l'État, l'État retombe nécessairement dans la contrainte extérieure. Il est vécu ainsi, et la liberté redevient abstraite. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la liberté devient réelle, concrète, quand les individus reconnaissent l'État comme l'expression de la rationalité, de la logique, du devenir historique qu'on a étudié jusqu'ici. Reconnaître l'État comme le résultat de la raison à l'œuvre dans l'histoire, et non comme une contrainte extérieure, arbitraire, qui serait imposée. Continuons. L'État est la réalité où il trouve sa liberté et la jouissance de sa liberté. La liberté n'est pas ici définie comme absence de règles, elle est définie
comme reconnaissance de soi dans l'ordre rationnel du monde social. Être libre, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. Être libre, c'est vivre dans un monde où les lois expriment une volonté humaine devenue consciente d'elle-même. La liberté devient alors réelle et même accomplissante parce qu'elle n'est plus en contradiction avec le monde et avec chacun. Continuons. Ainsi, l'État est le lieu de convergence de tous les autres côtés concrets de la vie. Art, droit, mœurs, commodité de l'existence. L'État est aussi le point de convergence de l'art, du droit, des mœurs, etc. L'État est le point où les différentes sphères concrètes de la vie cessent d'être juxtaposées et trouvent leur unité. C'est le lieu où toutes les dimensions de la vie humaine trouvent ensemble une cohérence rationnelle. C'est là que l'histoire cesse d'être dispersée et devient monde commun. Je veux dire que l'histoire n'est plus seulement une succession de faits, mais aussi une réalité partagée, comprise et vécue. Dans l'État, la liberté devient objective et se réalise positivement. C'est la dernière phrase de l'extrait, et c'est le point d'aboutissement. La liberté devient objective car inscrite dans des institutions et positive car réellement vécue, effective et durable. On est ici à l'aboutissement du mouvement historique décrit par Hegel. De l'idée au réel, de la conscience à l'institution, de la liberté abstraite à la liberté vécue. Cet extrait montre que pour Hegel, le but universel de l'histoire n'est ni un idéal moral abstrait, ni une promesse future, c'est un processus réel, celui par lequel la liberté devient consciente d'elle-même et se donne une forme objective dans le monde. L'État est cette forme. Avec ce dernier extrait, on arrive au terme de notre parcours de la raison dans l'histoire. On est parti de l'idée que l'histoire est rationnelle. On a ensuite vu que cette rationalité se réalise par les conflits, les peuples, les passions, la destruction aussi. Qu'elle se réalise même à travers ce que les hommes ne voulaient pas consciemment. Mais on a aussi vu que ce mouvement n'est pas absurde. Il tend vers un but. Et ce but, c'est le progrès de la conscience de la liberté. Et avec ce dernier extrait, Hegel montre que ce progrès ne reste pas abstrait. Il se réalise dans des formes concrètes, historiques, institutionnelles. Comprendre l'histoire chez Hegel, c'est apprendre à reconnaître le mouvement par lequel l'humanité devient progressivement consciente de ce qu'elle est, libre, et par lequel l'humanité cherche à habiter le monde qu'elle produit. C'est ce travail de compréhension qu'on a essayé de mener ensemble à travers ces 7 extraits. Je vous remercie d'avoir suivi cette série jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.